Oui, merci donc d'abord pour cette table ronde passionnante. Et puis, petite réflexion culturelle sur les mangas, sur les origines culturelles du manga et les référents culturels du manga. J'ai eu l'occasion, par hasard en fait, d'aller voir à Monaco l'exposition de Kyoto à Tokyo des samouraïs au manga, une exposition qui est absolument fabuleuse et qui finit à Monaco le 12 septembre, et j'imagine qu'elle va circuler en Europe ailleurs, et qui montre bien que l'esthétique manga et que la thématique qu'on voit dans les mangas souvent vient de l'époque du Japon féodal ou impérial, de l'époque des samouraïs, en particulier du 15e et du 16e siècle, et qui montre bien aussi que le théâtre No, qui est le théâtre spirituel, des références spirituelles à la base de la culture japonaise, bien avant l'influence américaine ou les influences européennes, donc bien avant le 19e et le 20e siècle, est parfaitement en continuité, et que de l'armure des samouraïs, on a décliné les robots géants et les robots avec tout un tas de figures. Et l'exposition est vraiment bien faite. Si vous avez l'occasion, ceux qui sont dans la salle ou ceux qui sont sur la scène, d'aller la voir, elle décline en fait l'évolution de l'esthétique du samouraï et de la manière dont cette esthétique du samouraï se mue, se transforme en esthétique du robot géant ou du robot enfin, de tout ce qu'on voit dans les mangas, avec une continuité pratiquement flagrante. Et c'est vrai que moi je l'avais pas imaginé comme ça, bien que m'intéressant au manga, j'avais pas imaginé que c'était à ce point flagrant. Une continuité esthétique flagrante entre les samouraïs et Astro Boy, One Piece, Dragon Ball, etc. Et on le voit très clairement dans l'expo, et c'est magnifiquement fait. Voilà. Donc j'espère que cette expo tourne encore quelque part. Elle est à Monaco jusqu'au 12 septembre. Voilà. Oui, moi en fait, je voudrais poser la question du. Enfin, je vais parler de la fantasy parce que c'est le genre que je connais le moins mal. En fait, je me posais la question du renouvellement en fait du genre de la fantasy sur les différents supports, donc que ce soit la BD franco-belge, le comics ou le manga. J'ai quand même l'impression que autant au niveau du manga, il y a quand même une grosse branche de mangaka qui, malgré en fait le cloisonnement shonen, shoujo, seinen, etc., arrive en fait souvent à passer outre les barrières du genre pour proposer quelque chose de vraiment novateur et de vraiment nouveau. Je suis en train de penser à Full Metal Alchemist, qui pour moi est quand même l'incarnation du renouvellement du manga, de la fantasy, qui mélange avec le steampunk. Par contre, j'ai quand même l'impression qu'il y a un certain problème en France au niveau de la BD franco-belge, surtout au niveau de la fantasy. J'ai quand même la grosse impression que toute la production de certains éditeurs comme Soleil floute quand même pas mal le marché et propose en fait toujours le même type d'histoire, donc à la Lanfeust, avec c'est Samim, ce qui est en littérature, c'est justement, enfin, je pense que c'est une question à poser, parce que pour un grand pouvoir du Schinkel ou un Loisel, combien de Lanfeust font ses courses Oui, enfin, oui. Dominique? Non, parce que en fait, ce que je voudrais répondre à ça, c'est que effectivement, donc l'Enfeuse, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, après peu importe. À la base, c'est pas un produit. En fait, c'est un album qui est sorti à très peu de tirage, qui est sorti au milieu de la pléthore d'albums qui sort. Et puis c'est un truc qui s'est vendu tout seul, qui a eu un énorme bouche à oreille et qui est devenu énorme. Mais à la base, c'était pas un. Enfin, après, peut-être que les auteurs en ont fait un produit. Ça, je pourrais pas vous dire. En tout cas, il y avait tous les ingrédients pour en faire un succès, ça c'est évident. Mais il n'y a pas eu de volonté de la part de Soleil de se dire on va faire un carton, parce que c'est sorti à quelques milliers d'exemplaires à peine, et c'est sorti à une période en plus complètement peu faste à la sortie d'une BD. Et voilà, et c'est en fait, moi c'est un peu comme ça que je perçois le marché de la BD franco-belge à l'heure actuelle. C'est que ça rejoint d'ailleurs ce que disait Laurent sur la fantasy. C'est on va sortir une pléthore d'albums, ça va envahir les rayons, et puis avec un peu de chance, il y en a un qui va sortir du lot. Alors en sachant que la durée de vie d'un album moyen, ça va être quelques semaines dans les rayons. Alors soit on fonctionne artificiellement en faisant des séries, c'est pour ça que les éditeurs veulent faire des séries, parce qu'on va sortir un premier tome, ça va se vendouiller, le deuxième va continuer à se vendre un peu, ça va permettre de revendre le premier, ainsi de suite, et donc il y a une espèce de rentabilité. Et puis une fois que, par chance, un album sort du lot, et ben à ce moment-là, vous avez les éditeurs qui vont sortir la batterie marketing. Quand on voit ce que fait Soleil, voilà, ils vont faire de la pub pour Landfeust, les séries qui se vendent déjà, pour les vendre encore plus, pour passer à des centaines de milliers d'exemplaires en fait.
Et donc c'est un peu particulier, mais après effectivement il y a des tonnes de clones, comme de partout, dans tous les médias, forcément quoi. Merci. Enfin, c'est intéressant en fait de se poser la question. Enfin, si on regarde donc du côté des littératures de l'imaginaire, de voir que les deux maisons qui exploitent pleinement la fantaisie en fait, très commercialement, Brajlon et Soleil, sont en fait clairement les leaders sur leur propre marché. Et proposent un peu le même type de produit, sur des supports différents. Je trouve que c'est quand même un problème parce que je trouve qu'il y a quand même un cercle vicieux à produire énormément en fait de titres qui sont en fait finalement qui ne participent pas du renouvellement du genre et qui participent, j'ai l'impression qu'ils participent en fait pas au dégoût des amateurs de bande dessinée, mais en tout cas qui va pas les aider à se faire une nouvelle idée du genre. Je parle toujours de la fantasy. Mais le but c'est de vendre des BD. Mais aujourd'hui, quand vous allez voir un libraire de bande dessinée et que vous lui parlez de BD de fantasy, en général, il va pas vous dire qu'il est fan de la BD de fantasy parce les clichés du genre, c'est que la fantasy en bande dessinée, c'est quelque chose qui est pour les adolescents. C'est clairement exploité par des maisons comme Soleil ou par Delcourt ou par. J'ai pas l'impression qu'il y ait de bonnes BD depuis la quête de l'oiseau du temps. Quelle a été la bonne BD de fantasy Landfuss c'est sympa, mais c'est pas transcendant. Et après, il y a tous les clones évidemment. C'est effectivement en fait la question que je me pose. Est-ce qu'il y a une véritable veine de renouvellement en fait du genre fantasy en bande dessinée franco-belge? Je pense qu'il n'y a jamais eu vraiment de vrai. Tu regardes. Alors, si on compare la quête de l'oiseau du temps, qui est peut-être le haut du panier de la fantasy franco-belge, et Sandman, tu vois, il y a quand même un sacré palier de qualité, de tant littéraire que d'ambition, quoi. Rien que d'ambition artistique, quoi. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un vrai courant de fantasy française de qualité, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je mettrais un petit bémol là-dessus, c'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec toi, scénaristiquement parlant, en fait, par rapport à Sandman, etc. Après, c'est vrai qu'en France, voilà, on a la chance d'avoir des très bons dessinateurs. Graphiquement, La Quête de l'Oiseau du Temps, c'est juste magnifique. Enfin, il y a plein de séries très belles qui sortent. Mais c'est vrai qu'on se dit... moi, c'est vrai que j'ai l'impression que je prends quasiment n'importe quel bouquin de fantasy que j'ai trouvé à droite à gauche et j'ai trouvé souvent un truc plus intéressant que j'ai trouvé dans même soi-disant la meilleure BD. Alors est-ce qu'après c'est de fantasy justement, est-ce qu'après c'est un problème de genre, de réappropriation, etc. Pourtant ça semble facile de se dire je trouve des bonnes idées à droite, pourquoi je les mets pas à gauche? Alors là, mystère, je pense que celui qui va le trouver demain, il risque d'être riche parce qu'il va sûrement sortir une super BD de fantasy qui va cartonner, qui va mettre tout le monde d'accord. Bon, on l'attend. Mais voilà, après, ça c'est mon point de vue sur la question, quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est un constat que j'avais fait en me disant, c'est vrai que on a l'impression que les séries de fantasy en France, ça manque d'ambition, ça manque d'ampleur. On trouve pas l'équivalent donc de ce qu'on peut trouver dans certains trucs de big commercial fantasy qui se veulent sur des tomes et des tomes, et pourtant qu'il y a un commercial dedans, donc il y a un gros potentiel, donc les éditeurs devraient être derrière, etc. C'est vrai qu'on retrouve pas ça, quoi. Je sais pas après ce que vous en pensez, mais... Parce que, c'est un peu dérangeant quand même quand on voit certaines séries de bandes dessinées qui sont commencées par un scénariste et qui changent au tome 2, qui sera peut-être pas forcément le même au 33. Au tome 4, c'est le dessinateur qui sera plus le même. Ça participe aussi pas ça participe pas de à se faire une idée sur la série et à donner en fait un véritable aspect à la série, un véritable cœur, un corps, si vous voulez. Ça manque de cohérence également. Je pense toujours en fait à certaines séries de bande dessinée où par exemple la couverture n'est pas du tout réalisée par le dessinateur. Je pense à l'Assassin Royal qui est adapté chez Soleil. La couverture est de Didier Graffet. Didier Graffet n'a jamais fait de dessin autre que les couvertures pour l'Assassin Royal.
Ouais, mais ça laisse quand même une certaine idée de tromperie sur la marchandise, parce que quand on voit quand on voit la couverture et qu'on se dit, enfin, c'est assez alléchant, quand on ouvre la BD, ça l'est quand même un peu moins. Ouais, mais quand t'achètes, tu ouvres la BD, à moins que tu achètes par correspondance. Mais je veux dire, quand t'achètes un bouquin, un roman, oui, tu peux avoir une super couverture de Manchu avec des vaisseaux spatiaux et tu te dis c'est génial. Et puis c'est peut-être pas génial, quoi. Donc ça, c'est vraiment, ouais. Mais au niveau du manga, par contre, c'est pas fait. Enfin, on voit clairement que sur les couvertures, en général, c'est quand même l'auteur qui dessine Enfin, moi je pense que le plus important c'est d'avoir une belle couverture, c'est chouette quoi. Après, peu importe qui c'est qui les fait. Mais voilà, parce qu'après c'est vrai qu'il y a certains dessinateurs qui sont moins à l'aise parce que la couverture c'est du domaine de l'illustration. Il y a des dessinateurs qui vont être de très bons narrateurs, qui vont avoir un peu plus du mal sur. Voilà, moi je sais que ça me choque pas. C'est vrai que moi je suis toujours déçu quand je vois une super couve et que j'ouvre la BD et puis je trouve ça juste moche. Mais bon voilà, ça fait partie du truc et puis c'est une question de goût quoi. Et ça revient. Il faut faire comme moi, on la repose et puis on passe à autre chose quoi. Mais ça revient en fait à soigner vraiment le packaging et à l'intérieur. Enfin, Mais c'est de la logique une industrielle, hein. C'est pas de l'art, hein. C'est de la BD, c'est du business bien. Oui, La BD une question commerciale, de- c'est pas.